Next, we'd like to introduce... Prochainement, nous voulons introduire Kate et Misha. Kate est enquêteuse dans ce projet de l'Université de Simon Fraser en partenariat avec l'Association Ending Violence de la Colombie-Britannique. Misha Dillon est chercheuse et gestionnaire de projet aussi en Colombie-Britannique et leur travail se concentre sur la population immigrante et réfugiée. Kate et Misha vont parler les perspectives des survivantes immigrantes et réfugiées sur la recherche d'aide, les lacunes dans les services et les stratégies de prévention de la violence familiale grave et de l'homicide familial. Alors, bienvenue, Kate et Misha. Merci, Annalie. Je veux commencer par reconnaître que nos bureaux en Colombie-Britannique sont situés sur les territoires non cédés ancestraux des Premières Nations, inaudibles. Et nous vous remercions aussi, d'appuyer le travail que nous faisons aujourd'hui. Nous remercions les personnes qui appuient notre travail aujourd'hui, les personnes qui ont appuyé notre travail, Abir Al-Jamal et Sarah Yarkik, ainsi que d'autres personnes du Centre de ressources musulmanes et Madame Superlichut de l'Université de Ryerson. Sarah se joindra à nous plus tard pour la séance de questions et réponses après la conférence. Dans cette présentation, nous allons partager nos résultats préliminaires et notre analyse auprès de des entretiens menés auprès de 16 survivantes de violences familiales aggravées au Canada. L'âge moyen des participantes était de 44 ans et la durée moyenne de la violence était de 8 ans, allant de moins d'1 an jusqu'à plus de 30 ans. Plus de la moitié des femmes étaient mariées au moment de la violence et près de une femme sur 5 était en union de fait. Le reste des femmes étaient séparées, divorcées et 6 avaient des fréquentations. Toutes les femmes 15 survivantes avaient des enfants. Les participantes venaient de différentes cultures et d'origines. Elles venaient des Caribéennes, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient, du Canada et ailleurs. Presque un tiers avaient migré au Canada d'un autre pays. Les survivantes avaient l'option de participer dans la langue de leur choix avec la participation d'un interprète. Les entrevues ont été menées en français et en anglais et seulement les entretiens menés en anglais ont été inclus dans notre processus. Et veuillez noter que nous avons utilisé des citations de participants dans notre présentation. Près d'un tiers des participants étaient situés en Ontario, un quart était situé dans les prairies, près d'un cinquième était en Colombie-Britannique, 2 étaient au Québec et 2 aux Maritimes. Plus de 80% vivaient en résidence lorsqu'elles étaient victimes de violences, en milieu urbain et 81%, 19% vivaient en région rurale éloignée et 81% en région urbaine. Alors, voici l'analyse thématique que nous avons fait. Nous avons examiné les données, généré des codes initiaux, nous avons tenu des rencontres comme équipe pour trouver des codes et ensuite nous avons codé le reste des entretiens. Nous avons examiné les entretiens pour trouver les termes émergents et discuter notre interprétation, notre analyse en contexte culturel. Nous vous présentons certains de nos résultats préliminaires aujourd'hui et nous allons en faire d'autres plus tard. Bon, le récit des survivantes immigrantes. Les femmes qui ont participé à cette étude ont partagé des expériences de plusieurs formes de violence et de maltraitance, y compris émotionnelles, financières, physiques, sexuelles et spirituelles. L'abus spirituel, par exemple, comprenait le fait que les agresseurs n'étaient pas d'accord avec les pratiques religieuses. Beaucoup ont été isolés, ont été aux prises avec un contrôle coercitif et un harcèlement. La majorité des survivantes ont dit que leurs enfants étaient souvent exposés à la violence familiale. Quelques-unes ont mentionné qu'elles avaient peur que l'agresseur kidnapperait leurs enfants et ne les retournerait pas. Les survivantes ont parlé de la violence familiale, des facteurs de risque qui y sont associés, qui sont bien documentés dans la littérature, la strangulation, la traque et autres. Elles ont aussi parlé de risques qui sont particuliers pour les populations réfugiées et immigrantes, parlant de commanditaires, les attentes culturelles et sociales et le silence dans la communauté culturelle. Les participantes ont également dit qu'il y avait d'autres membres de la famille, des beaux-pères, des belles-mères, qui avaient contribué à la violence vécue. Plusieurs facteurs étaient graves
et ne se rapportent pas seulement aux communautés migrantes et réfugiées, mais peuvent avoir l'air différentes dans ces communautés. Par exemple, l'isolement. L'isolement peut vouloir dire un isolement géographique, mais aussi un isolement qui se rapporte à l'immigration et autres. Les survivantes ont parlé de leurs expériences de la violence et leur perception de la violence conjugale dans leur pays d'origine qui a façonné leur décision de divulguer, de quitter ou de chercher des soutiens formels ou informels. Cela a aussi un impact sur leurs facteurs de risque. Par exemple, une survivante a mentionné qu'au début, elle ne comprenait pas le mot anglais abus parce qu'il n'y a pas de mot équivalent dans sa propre langue. Cependant, lorsqu'un comportement abusif lui a été décrit, elle a vu que c'était sa propre expérience. D'autres survivantes ont dit qu'on ne les croyait pas ou qu'on leur disait de faire preuve de patience, de travailler à la relation, de rester, de se réconcilier, etc. Les survivantes étaient diversifiées en termes d'expérience migratoire, de durée au Canada, et si elles étaient nées au Canada ou si elles étaient nées ici. Elles ont parlé de leur statut d'immigrante, de leurs expériences diversifiées dans leur parcours et des difficultés culturelles et des expériences négatives avec les familles. Lorsque les participantes ont parlé de leur vécu au Canada, elles ont évoqué leur pays d'origine. Ils savaient que je n'avais nulle part où aller et il a commencé à être violent qu'après notre arrivée au Canada, une fois qu'il m'a coupé de toute ma famille et de tous mes soutiens. Je n'ai pas eu de contact avec eux pendant 12 ans à partir du moment où on est arrivé au Canada. Oui, ils savaient ce qu'ils faisaient. Les participantes ont exprimé les obstacles à la recherche d'aide, la peur, la honte, le doute de soi, la méfiance, l'espoir, les soutiens informels limités ou inefficaces. Bon, les amis, la famille qui habite ailleurs, par exemple, l'indépendance financière limitée, le manque d'accès à un logement sûr et abordable et la connaissance limitée à des soutiens formels au Canada ou un accès limité à ceux-ci. On était donc nouveau ici. Il s'est arrangé pour que je n'ai pas d'amis parce qu'à chaque fois que je rentrais à la maison et que je disais, regarde, j'ai rencontré ce couple, ils nous invitent chez eux, ils faisaient une énorme scène. L'autre a dit, j'ai immigré au Canada comme réfugié politique et donc je ne connais pas vraiment tous les services d'aide disponibles ici au Canada. Et donc, ça a été encore une situation qui m'a rendue plus vulnérable. Vous connaissez ma situation. Et lorsque la première parlait d'une énorme scène, elle a voulu dire, elle a expliqué qu'il s'agissait d'un incident de violence familiale. Nous avons écouté les conseils des survivantes quant aux obstacles à la recherche d'aide pour les autres survivantes, donc par la suite pour les aider. Merci, Kate. Le vécu des survivants quant à l'accès des soutiens au soutien formel nous mène à penser, à se poser la question, s'agissait-il de soutien efficace? Comment ces soutiens sont façonnés par l'expérience vécue de ces immigrants, de ces réfugiés? Et nous voulons souligner des thèmes qui ont été dégagés lors de nos recherches. Les vécus soulignent l'incompréhension de la violence familiale par des soutiens formels, par exemple, la possibilité d'avoir une ordonnance de non-communication et aussi les soutiens formels ont raté des possibilités d'intervention, ce qui veut dire qu'une meilleure compréhension de la violence familiale pourrait accroître la divulgation. Par exemple, la capacité de reconnaître des signes de violence. Et ensuite, les survivantes ont aussi noté que les soutiens formels devaient être guidés par les survivantes elles-mêmes, particulièrement les immigrantes et réfugiés récents, qui peut-être ne comprennent pas donc les soutiens qui existent et comment naviguer à travers ceux-ci. Plusieurs survivantes ont aussi mentionné le fait qu'il y avait des obstacles pratiques, financiers, donc des disponibilités limitées ou à des endroits non accessibles. Par exemple, le seul endroit où, pour cette femme, elle pouvait obtenir du soutien était à 6 heures de route à Telvi. Des
soutien formel plus efficace, plus accessible, des services à moindre coût, les services qui comprennent les besoins de la survivante et sont essentiels. Par exemple, on a parlé d'un service pouvant mettre à l'horaire du counseling pour elle et ses enfants à la fois, afin qu'elle ne s'occupe pas de la garderie, des problèmes de garderie. On a aussi souligné l'importance d'une réponse tenant compte des traumatismes pour appuyer les survivantes de manière continue. Et enfin, on a aussi identifié des lacunes exigeant une coordination accrue entre les différents secteurs et organismes, agences et ainsi de suite. Les survivantes ont parlé d'exemples de soutien formel, parfois ne répondant pas à leurs besoins et même en leur nuisant. Je me souviens d'avoir essayé d'obtenir des passeports pour mes enfants. Mon Dieu, ça a été la pire expérience de ma vie, a dit l'une d'entre elles. À chaque fois que j'entrais dans ce bureau des passeports, je vais voir quelqu'un de nouveau. Alors, il disait, ben, vous manque ce document-là, vous devez revenir et attendre dans cette file. Et maintenant, vous parlez à quelqu'un d'autre personne et vous répétez votre histoire. Oui, c'était, voici mon profil, j'ai été battue, je suis une victime. Oui, c'est déshumanisant. Et là, il s'agit de soutien formel où il y a une revictimisation par le biais d'un service externe. Et les survivantes ont aussi souligné l'importance de services culturellement appropriés. Donc, quand je faisais une recherche sur thérapie au Canada, je trouvais des numéros, mais ça aurait été bien de voir quelque chose comme si vous préférez quelqu'un de ce pays, par exemple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui viennent du Moyen-Orient et certains pourraient y travailler, pourraient le faire, mais c'est juste une question de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses subliminales et que seul quelqu'un de la culture peut vraiment comprendre comme c'est. Et donc, je vais parler de cela un peu davantage maintenant. Ah, recommandations des survivantes. Dans le cadre des entretiens, on a demandé aux survivantes des conseils pour les soutiens formels et informels et pour les autres survivantes où il y avait des violences domestiques ou du risque élevé de cela. Donc, il s'agissait d'arriver à avoir une indépendance émotive, financière, sociale, des plans de sécurité et pouvoir rayonner vers des amis et de la famille. On a aussi parlé de ne pas avoir confiance de manière implicite dans les soutiens formels et aussi se défendre, être capable de se défendre soi-même. Pour les soutiens formels, les amis et la famille, les conseils, c'est d'abord de s'informer de ce que c'est la violence familiale et comment mieux appuyer celles qui la subissent, y compris les écouter sérieusement, offrir une validation, un soutien émotif. Et pour les soutiens formels, les survivantes ont mis l'accent sur l'importance des services accessibles et de l'éducation, l'information pour accroître la compréhension. Et aussi, on souligne la diversité des besoins, des expériences des survivantes immigrées, y compris provenance géographique, le statut économique, et ainsi de suite. Alors, il faut ne pas faire d'hypothèses et de suppositions. Alors, comme élément clé qu'on retire de ceci, cela devient de Jade qui a vécu 25 ans de violence familiale. Son conseil aux fournisseurs de services, c'était de comprendre certaines choses culturelles. Les normes sont si fortes qu'elles peuvent surpasser ce que vous pourriez dire à cette personne. La culture pourrait dominer par rapport à ce que la survivante entend. Alors, il faudrait mieux qu'ils disent, dites-moi comment je peux vous être utile. Les survivantes qui ont parlé de leur expérience, donc, ont donné des titres à leur expérience, à leurs mots, à leurs paroles, et voici ce qu'elles ont dit pour caractériser leur expérience. Et nous reconnaissons que le temps nous est limité et nous allons certainement vous accueillir lors de notre séance de questions-réponses pour parler avec vous davantage. J'espère que vous aurez l'occasion de vous joindre à nous pour approfondir la discussion. Merci.